Madame la Présidente, si vous me donnez l'autorisation, je vais y aller. Merci Madame la Présidente, chers congressistes. Nous avons le plaisir de vous passer ce matin de l'imagerie dans le bilan préimplantation cochléaire, notre expérience à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Il faut dire que les surdités neurosensorielles résultent de la défaillance de transduction intracochléaire et ou d'une anomalie nerveuse à des degrés variables. Et l'implant cochléaire est un dispositif médical qui va permettre de suppléer à la défaillance des cellules ciliées de la cochlée. Dans quelles conditions? Il faut que la capacité de la cochlée soit capable de recevoir intégralement l'implant. Il faut qu'il y ait une absence d'anomalie rétrocochléaire susceptible d'entraver la réponse nerveuse et une absence de risque potentiel du geste opératoire. Voici résumé le rôle de l'imagerie. L'objectif de notre travail sera donc de contribuer à l'identification des contre-indications absolues et relatives à l'implantation cochléaire et spécifiquement de relever les anomalies labyrinthiques et rétrocochléaires limitant l'implantation avant de proposer une évaluation pronostique à l'imagerie. Notre matériel, nous avons travaillé sur un scanner 16 barrettes et une IRM Auchan 1,5 Tesla doté de console de post-traitement de type ADW avec à l'IRM une table d'anesthésie IRM compatible. Et nos dossiers étaient des dossiers informatisés. Notre méthodologie, il s'agit d'une étude transversale rétrospective à visée descriptive qui s'est déroulée de janvier 2020 à décembre 2021. Étaient inclus tous les enfants adressés pour bilan préimplantation ayant bénéficié d'un scanner des rochers et d'une IRM sur l'oreille et le système nerveux. Au scanner, la sédation n'a pas été systématique. Nous avons veillé à prendre un protocole du rocher avec un plan orbitoméatal suivi de reconstruction unilatérale. À l'IRM, ce sont des séquences labyrinthiques fortement pondérées en T2 et des séquences encéphaliques avec une séquence injectée. Au scanner, nous avons analysé globalement les rochers, puis procédé à une étude morphologique de chaque oreille, afin d'identifier le labyrinthe osseux, la caisse du tympan, le trajet du canal facial, du conduit auditif et des gros vaisseaux de la base. À l'IRM, l'étude morphologique nous a permis d'identifier des anomalies du labyrinthe membraneux, des structures nerveuses, du contenu du conduit auditif interne, de l'angle ponto-cérébelleux et avant de terminer par une analyse des aires auditives. 57 enfants ont été ainsi recensés, âgés de 2 ans à 11 ans, avec une moyenne d'âge de 5 ans, qui s'est avéré être un âge limite pour l'âge d'implantation qui idéalement doit être inférieur à 5 ans. Une prédominance masculine avec un sexe ratio de 1,35 dans le même sens que Agarwal et collaborateurs qui en Inde ont travaillé sur une cohorte de 280 patients. Nos résultats d'imagerie, 24 dossiers, soit 42% étaient normaux. C'est ce que corrobore Serranoglou et collaborateurs qui expliquent que 80% des pertes auditives sont d'origine membranaire et non diagnostiquées par le couple TDM-IRM. Voici ainsi présenté dans ce tableau 2 toutes les anomalies retrouvées qui étaient dominées par les anomalies cochléaires avec près de 25% des cas au total, suivies des anomalies rétrocochléaires, les conflits vasculo-nerveux et
les hypoplasies avérées ou suspectées du nerf cochléo-vestibulaire. Sur cette iconographie, vous visualisez le nerf cochléaire qui est étiré, affiné, avec un modulus également hypoplasique. Sur cette coupe axiale également des conduits auditifs internes, vous voyez la boucle vasculaire réalisée par l'artère labyrinthique à l'entrée du conduit, en serrant le paquet acoustico-facial. Sur cette coupe axiale tombodensitométrique sur la figure 6, vous visualisez une calcification dans la rampe tympanique de la cochlée, alors que sur la figure 7, vous pouvez remarquer la cochlée sur cette coupe coronale qui fait à peine un tour et demi, alors qu'en axial, on revoit simplement la rampe tympanique, la rampe vestibulaire et l'apex faisant une seule pièce, faisant penser à une anomalie Mondini-like. Quel a été notre pronostic? Il faut d'emblée dire qu'il y a des contre-indications absolues et dans notre série, nous n'avons eu qu'un cas d'ossification complète de la cochlée. Dans ce cas, l'implantation est impossible. Le pronostic fonctionnel sera réservé quand on ne peut pas adapter le dispositif dans les hypoplasies cochléaires, cochléo-vestibulaires et dans les hypoplasies cochléo-vestibulaires et lorsque la réponse nerveuse n'est pas certaine dans les hypoplasies du nerf et dans les conflits vasculo-nerveux. Le pronostic chirurgical, quant à lui, sera entamé toutes les fois qu'un obstacle se posera sur le trajet de l'implant et lorsqu'il y aura un risque infectieux. Au total, 50 enfants ont été radiologiquement aptes à l'implantation, mais seulement 40 ont pu être implantés avec un seul patient pour qui l'implant n'a pas complètement réussi. Et les patients qui n'ont pas été implantés, c'était malheureusement pour des raisons financières. 3 enfants, soit 5,26 patients, n'ont pas été implantés pour cause de contre-indications majeures bilatérales. En conclusion, le couple TDM-IRM est l'outil incontournable dans le bilan pré-implantation cochléaire et sous-tend une maîtrise de la radioanatomie de l'appareil auditif. Les malformations cochléo-vestibulaires mineures ne sont plus à ce jour des contre-indications absolues. Le radiologue devra s'atteler, par son compte-rendu et à l'iconographie dédiée, identifier les anomalies et préciser les éléments utiles pour le geste opératoire afin de présager du pronostic de l'implantation. Nous vous remercions pour votre attention soutenue.